Bonjour à tous. Donc, pour ce dernier art café avant les vacances d'été, c'est un art café donc où on va accueillir Leïla Chaouchi, qui était déjà intervenue il y a un an et des poussières, parce que c'était le 10 janvier 2023, je viens de regarder. Donc, il y a pas si longtemps que ça. Et comme Art Café, enfin Arca, qui est l'association qui organise les Art Cafés, a une délégation en Vaucluse. En Vaucluse, on était bien placé avec l'affaire de Gisèle Pellicot pour parler de la soumission chimique. C'est quand même un mot qui est venu à tout le monde connaît la soumission chimique maintenant, comme avec le Covid, on avait appris plein de mots que personne ne connaissait. Maintenant, tout le monde connaît la soumission chimique, donc tout le monde a une idée quand même de ce que c'est que la soumission chimique. Et bon, pour la petite histoire, quand l'affaire Gisèle Pellicot a un peu émergé, on m'avait sollicité, moi je suis médecin à Arca, on m'avait sollicité pour intervenir sur les ondes de France Bleu Vaucluse, et je m'étais précipité sur le replay de Leïla parce qu'effectivement, il y avait tellement de choses novatrices dans ce replay, enfin dans cette intervention, de choses que j'avais appris, que ça a permis de diffuser la meilleure des paroles, de manière voilà, à débuter une prise de conscience chez un peu tout le monde. Eh ben, je vais laisser Leïla vous parler donc de la suite de l'histoire notamment, et sachez que de toute façon le replay de la première intervention, parce qu'on ne va pas repartir sur tout, le replay de l'intervention est visible sur le site d'Arca Sud. Voilà, à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Je me présente rapidement, donc je suis le docteur Leïla Chaouchi, donc je suis la fondatrice du CRAF, c'est le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Et au départ, justement, je suis pharmacienne au centre d'addictovigilance de Paris et experte nationale de l'enquête soumission chimique auprès de l'Agence du médicament. Aujourd'hui, on n'a que 40 minutes pour aborder une large thématique qui a déjà été abordée dans un premier webinaire comme on vous l'a présenté. Donc l'objectif aujourd'hui est plus modeste, mais en tout cas, c'est surtout de revenir avec vous sur les derniers événements, sur les enjeux que ça a constitué, la raison pour laquelle j'ai fondé ce centre de référence qui est là pour vous venir en appui et en soutien quand vous voulez. Et puis de reprendre les principales idées reçues donc à la fin de la présentation, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup, donc je pense que vous en connaissez la plupart d'entre elles. Donc, tout d'abord, j'aimerais revenir sur la définition des agressions facilitées par les substances. Donc moi, c'est un terme auquel je tiens beaucoup parce qu'il englobe deux modes opératoires criminels et délictuels. Donc d'un côté, la soumission chimique. Donc là, on drogue la personne à son insu ou sous la menace, donc clairement sans son consentement, dans le but de commettre un fait criminel ou délictuel, quel que soit ce fait criminel ou délictuel. Et on la distingue, nous, d'un autre mode opératoire qui est celui de la vulnérabilité chimique. Là, la personne consomme volontairement les substances, alcool, cocaïne, MDMA, peu importe, cannabis, et ça la met dans un état de fragilité qui va faciliter le passage à l'acte d'un agresseur. C'est très important justement de considérer que malheureusement, il y a une thématique, alors heureusement qu'elle est mise sous les projecteurs, mais malheureusement, elle est l'unique à être mise sous les projecteurs, c'est celle de la soumission chimique, alors que celle de la vulnérabilité chimique est totalement passée sous silence. Et je pense qu'il est important que nous, a fortiori, vous, addictologues, donc de prendre à bras le corps cette thématique pour justement qu'on comprenne bien qu'il s'agit de mode opératoire criminel et qu'on n'est jamais responsable dans son agression, y compris quand on est usager d'alcool ou de drogue. Donc c'est un phénomène qui est vieux comme le monde, donc je ne veux pas vous laisser penser que parce que c'est au cœur de l'actualité actuellement que c'est pas un phénomène ancien, c'est bien un phénomène ancien, récemment mis au devant de la scène. Vous pouvez le retrouver déjà dans la littérature, hein, donc dans la mythologie. Je pense que tout le monde a entendu parler des filtres d'amour dans les contes médiévaux, par exemple, pour ne citer que Tristan et Iseut, ou des sorcières, notamment la sorcière Circé qui utilise la scopolamine pour attirer les marins et les transformer en cochons, ou encore le dieu Dionysos, le dieu du vin, qui lui attend que les nymphes viennent s'abreuvoir dans les fleuves pour transformer l'eau en vin, et donc ivre morte, là il peut procéder au viol des nymphes. Donc c'est quelque chose qui est très très ancré hein, dans l'imaginaire collectif, mais au-delà de l'imaginaire, c'est une réalité criminelle. C'est une réalité criminelle qui est
de la même façon vieille comme le monde, vous avez en réalité d'innombrables faits divers, comme on les appelle, que vous connaissez en réalité, mais qu'on n'attribue pas forcément à la soumission chimique parce que ce n'est pas la raison pour laquelle ces faits divers ont été mis en avant. Si je vous dis par exemple l'affaire Polanski, tout le monde connaît l'affaire Polanski, peu l'identifie comme un cas de soumission chimique infantile, alors qu'un médicament a été donné à une enfant de moins de 15 ans, donc pas en capacité de consentir, par une personne d'autorité et majeure et également qui a autorité sur elle sur le plan professionnel avant de procéder à son viol. On peut prendre l'exemple après de l'affaire Fourniret, Dutroux, etc., avec l'enlèvement et les séquestrations des enfants qui ne se sont pas fait totalement sobres pendant toutes les périodes de détention. Et donc là, ce sont que quelques exemples, hein. Vous voyez que ça remonte déjà aux années 70. Et si on sort de nos frontières, c'est pour ceux qui ont suivi la série Jeffrey Dahmer. Donc effectivement, il y a si on sort de nos frontières, vous avez également dans les années 80, par exemple, l'affaire de Jeffrey Dahmer, donc la fameuse série Netflix, où de la même façon, des benzodiazépines sont utilisées pour sédater des personnes. Donc, le signal de santé publique, en revanche, et là, ça va particulièrement vous intéresser en région PACA, lui, il a démarré en 82. Et c'est la professeure Jacqueline Jouglar, donc médecin légiste à Marseille, qui a justement mis en évidence des enfants en situation de léthargie. Nous, on les appelle dans notre jargon les enfants battus chimiquement. Et donc, le signal de santé publique est venu de Marseille et il est venu aussi justement de l'enfance maltraitée. C'est un signal qui va être confirmé en 97 par la professeure Chantal Bismuth à Paris. Et dans les années 90, on va avoir de toute façon, de la même façon qu'aujourd'hui, un engouement autour de la thématique des agressions facilitées par les substances. Et c'est dans les années 90, vous le savez, que le fameux GHB va prendre le titre de drogue du violeur dans la presse et relayé comme tel. Un état des lieux va être demandé à l'époque par l'AFSAPS, donc l'ancien nom de l'ANSM, de l'Agence du médicament, et on va demander justement de savoir qu'est-ce qui est utilisé à des fins criminelles ou délictuelles sur le territoire français. Et effectivement, on s'aperçoit que ce sont essentiellement des médicaments qui sont détournés. D'ailleurs, au départ, on ne parlera pas de soumission chimique, on parlera de soumission médicamenteuse. Et vous comprenez pourquoi c'est l'Agence du médicament qui s'est emparée de la problématique. Donc, mais évidemment, il y a un historique, mais l'histoire ne s'arrête pas aux années 70 et 80 et 90. Donc, il y a bien sûr un tournant, et le premier tournant qui a également fait l'objet de la première conférence avec Art Café, donc c'était justement la libération de la parole dans la sphère festive, et ça, c'était en automne 2021. Donc, on a eu le fameux hashtag Balance ton bar qui a démarré en Belgique et qui s'est propagé comme une onde de choc sur différents territoires européens. Ce mouvement de libération de la parole, donc, il est tout à fait inédit, même s'il reste une ramification, entre guillemets, du MeToo qui était déjà lancé en 2017. Mais là, on peut s'enorgueillir du fait que ce mouvement de libération de la parole sur les agressions facilitées par les substances a vu le jour en Europe et notamment en Belgique avant d'atteindre nos territoires. Et donc, effectivement, on a eu très rapidement le fameux GHB qui était sur toutes les bouches et dans toutes les ondes en l'évoquant comme étant la fameuse drogue du violeur. On aura l'occasion de redéconstruire toutes ces idées reçues. Pas de chance au milieu de l'alerte, donc nous avons également des suspicions de piqûres malveillantes. Alors aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agit pas de cas de soumission chimique puisqu'aucune substance n'a été administrée, en tout cas retrouvée comme telle, suspecte chez les victimes qui ont déposé plainte. Et il n'y a pas eu forcément d'agression au décours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une soumission chimique, c'est une substance administrée à des fins d'agression. Donc là, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Potentiellement une agression par des objets piquants, mais en tout cas, pas de soumission chimique telle que le prévoit la définition de la soumission chimique. Et donc très rapidement, mais vraiment comme une traînée de poudre, la soumission chimique est devenue le symbole ultime des violences faites aux femmes avec cette accumulation de témoignages. À noter cependant qu'en France, cette libération de la parole va avoir tout de même un écho tout à fait particulier, puisque nous, on va assez rapidement en réalité sortir de la sphère festive. On démarre de la sphère festive avec le Balance ton bar, et puis sort, donc ça c'est l'automne 2021, sort le livre de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, donc la principale victime des viols de Mazan. Et donc, il écrit son livre « Et j'ai cessé de t'appeler papa » en 2022 avec un projecteur mis sur la soumission chimique dans la sphère privée, notamment dans les violences intrafamiliales. Et puis ensuite, bien sûr, le lancement de son mouvement, hashtag M'endors pas. Ça, c'était effectivement en avril de mémoire ou mai 2023.
Et évidemment, ça vient s'entrechoquer de nouveau avec l'affaire qui a mis en cause le sénateur Joël Guerriau en novembre 2023, où là, on a vu circuler le fameux hashtag Sénatoport. Et effectivement, vous voyez que par résonance, on est passé de la sphère festive à la sphère privée jusqu'à la sphère professionnelle et jusqu'au plus haut sommet de l'État, avec une mission gouvernementale qui a été confiée à la députée Sandrine Josso, donc qui a déposé plainte contre le sénateur Joël Guerriau. Donc, ça a eu un impact évidemment sur nos données de façon générale. Donc, à gauche, ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles de la police et de la gendarmerie de façon plus générale sur les violences sexistes et sexuelles. Et là, on voit quand même très bien l'effet MeToo depuis 2017 avec une augmentation croissante des signalements et des dépôts de plainte concernant les violences sexistes et sexuelles, avec toujours cette année un peu off en 2022 du fait du confinement et d'une année dont il ne faut absolument pas considérer les indicateurs qui ne reflètent rien du tout. Mais effectivement, vous voyez à droite nos données de santé publique avec de la même façon une augmentation exponentielle des signalements de suspicion de soumission chimique dans nos données avec toujours toute l'anxiété que ça a pu générer à ce moment-là. Donc, on a dû mettre en place au Centre d'addictovigilance de Paris, je vais vous dire pourquoi à Paris. Donc, nous sommes le coordonnateur de l'enquête nationale sur la soumission chimique auprès de l'Agence du médicament. Et nous avons dû mettre en œuvre, en fait, un plan d'action en urgence pour répondre à l'état de crise, et donc aussi bien sur le volet de la sensibilisation, de l'information, de la formation des professionnels, en continuant bien sûr notre ADN initial, donc la gestion des alertes et la conduite de travaux d'expertise à des fins de changement réglementaire. Donc très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre nous connaissent le réseau national d'addictovigilance, mais simplement c'est toujours une bonne occasion de rappeler nos missions. Donc le réseau national d'addictovigilance, nous sommes des structures de santé publique, donc réglementaires. Nos missions sont définies dans le Code de santé publique. Elles se déclinent en 3 volets. Un volet veille sanitaire et alerte, où on évalue le potentiel d'abus et de dépendance des substances psychoactives, les complications liées à leur usage, et on gère les alertes sanitaires afférentes. On a des missions d'appui et d'expertise. Donc, je vous ai cité à titre d'exemple le fait que je sois experte sur l'enquête nationale soumission chimique, et on conduit également des travaux de recherche scientifique. Donc, de la même façon, à titre d'exemple, je suis l'investigateur coordonnateur de l'étude GSC, donc GHB dans la soumission chimique mythe ou réalité, où je prélève les cheveux des victimes à des fins d'analyse toxicologique auprès de laboratoires experts pour mieux connaître les agents de soumission chimique et mieux connaître également l'intérêt et la pertinence d'une systématisation des prélèvements capillaires chez les victimes. Donc, on a bien sûr dans le dernier volet l'animation territoriale, comme nous le faisons là actuellement, et donc dans la région PACA, donc c'est bien sûr le CIP de Marseille avec lequel il faut prendre attache pour toutes les questions afférentes aux substances et aux complications. Donc, l'objectif, excusez-moi, j'ai passé trop vite la diapositive. Donc, on est très centre sur l'ensemble du territoire national, et dès le départ, dès les années 90, lors de notre création, on a été pensé comme une vigilance d'investigation. Donc, on va à la recherche du signal, et pour ça, on ne se contente pas d'avoir les fameuses notifications spontanées. Donc, on va aller extraire l'information à travers des enquêtes pharmaco-épidémiologiques qu'on lance tous les ans. Donc, c'est la fameuse Marguerite dont on parle souvent, le réseau national d'addictovigilance. Et dans ces différents outils, il y a justement l'outil national soumission chimique qui est piloté par le CIP de Paris, et donc qui sera l'objet de notre présentation aujourd'hui. L'objectif, c'est bien sûr d'être cette colonne vertébrale, hein, on plante nos capteurs, on remonte l'information de façon bien sûr évaluée, agrégée, etc. Et l'objectif, c'est de prendre des mesures réglementaires pour sécuriser l'usage des médicaments, voire mettre en place des mesures de réduction des risques pour les substances et les drogues. Donc, pour le Centre d'addictovigilance de Paris, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler surtout de l'enquête nationale soumission chimique. Et ça me paraît important de mieux connaître sa méthodologie pour mieux comprendre justement les données qui en ressortent, puisqu'elle a beaucoup d'avantages, mais également des limites qu'il faut considérer. Donc, l'enquête soumission chimique, elle existe depuis 2003 de manière institutionnalisée après le fameux premier état des lieux dont je vous ai parlé en 97. On a donc plus de 20 ans de recul sur l'usage criminel des substances en France. Ça, on peut quand même s'enorgueillir, puisque c'est la seule enquête institutionnalisée, encore une fois, de la recherche scientifique. Il y en a partout, extrêmement florissante et extrêmement intéressante. Mais une enquête institutionnalisée depuis plus de 20 ans, c'est quand même une exception française qu'il est nécessaire de relever. Cette enquête, elle est annuelle, prospective, permanente sur l'usage criminel des substances psychoactives, et elle sollicite de nombreux partenaires, surtout médico-légaux, donc les experts analystes toxicologues en particulier, les services de médecine légale, les services de police et de gendarmerie également. Alors bien sûr, quand je parle des services de police et de gendarmerie, je fais référence à l'Institut national de police scientifique, je fais référence à l'Institut de recherche en criminalistique de la gendarmerie nationale, et puis bien sûr, plus généralement, les centres antipoison qui sont particulièrement actifs également sur cette thématique, et d'autres
d'autres acteurs autant que nécessaire qui nous rapportent les cas suspects. L'objectif de cette enquête, vous l'avez compris, on aimerait pouvoir recenser tous les cas, mais je pense qu'il faut vraiment se garder de prétendre qu'on a la capacité de recenser le nombre de cas. Vous l'avez compris, on travaille essentiellement sur des données de plainte et c'est plus de 80% de nos données, même si on a bien sûr des données hors plainte dans 20% des cas, mais surtout des données de plainte qui, pour la plupart d'entre elles, ont été techniquées. C'est-à-dire que c'est le sommet du bout de l'iceberg, puisque c'est des cas qui n'ont pas été forcément classés sans suite et des cas pour lesquels il y a une expertise toxicologique demandée par le magistrat. Donc, vous voyez que par effet de conséquence, on ne voit que le bout de la lorgnette. Ce qui est important à considérer, c'est qu'une fois que je vous ai dit ça ne veut absolument pas dire que cette enquête n'est pas importante. Cette enquête, elle est primordiale parce que son objectif, en tout cas notre objectif à nous, c'est de déterminer les modes opératoires criminels. Et c'est pour ça qu'on travaille sur des dossiers qui ont été techniqués. Donc, on va identifier, l'objectif, c'est de savoir que font les agresseurs, les personnes qui commettent ces crimes et ces délits. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme substance, pour quel type d'agression qui sont visées, dans quel contexte, quel est le mode opératoire qu'ils emploient, est-ce qu'ils mettent ça dans l'alcool, comment est-ce qu'ils ont réussi en fait à droguer la personne à son insu ou sous la menace, et puis d'évaluer les conséquences cliniques de la prise de ces produits sur les victimes. Vous l'avez compris, on inclut aussi bien les cas de soumission chimique que de vulnérabilité chimique, et je vous le dirai aussi pourquoi tout à l'heure. Notamment parce que je vous le dis en avant-première, puisque ça va être difficile de distinguer l'une de l'autre avant de faire les analyses toxicologiques. Concrètement, pour moi, qu'est-ce que ça signifie en tant qu'expert, mon travail du quotidien? On m'envoie donc des fiches de déclaration qui sont téléchargeables sur le site de l'ANSM. Hein, donc, vous pouvez vous mettez juste déclarer une soumission chimique et vous tombez sur la fiche de déclaration. Et dans cette fiche de déclaration, on va recueillir aussi bien des données cliniques que des données toxicologiques. Les données cliniques, elles vont surtout concerner, bien sûr, sexe, âge, etc. Mais au-delà de ça, on va poser les questions des consommations volontaires par la victime d'abord. Est-ce que la personne est sous médicament, sous traitement, que ce soit en prescription, hors prescription? Est-ce qu'elle consomme volontairement des drogues et si oui, lesquelles? Et est-ce que en dehors le lendemain ou les faits suivant l'agression alléguée, est-ce qu'elle a consommé une drogue ou un médicament ou majoré ses consommations de drogue ou de médicaments suite aux faits? Donc, ce sont des faits assez fréquents, hein, vous savez, d'initier des consommations suite à un post-trauma, de consommer davantage, de tout simplement être suivi et médiqué parce que des dépressions voient le jour, des anxiétés, des difficultés à s'endormir, toutes les complications du PTSD que vous imaginez très bien. Mais au-delà de ça, on a également malheureusement, mais il y en a suffisamment pour les relever aussi, des tentatives de suicide, hein, avec l'absorption de plusieurs médicaments qui compliquent davantage l'interprétation ensuite des données. Et donc, c'est très important de pouvoir interroger les consommations volontaires. Bien sûr, on essaye de comprendre les faits tels que dont se souvient en fait la victime, et puis d'évaluer également les symptômes en fait. Qu'est-ce qui a été de décrire les symptômes que la victime a présentés à ce moment-là. Ces données vont être croisées aux données toxicologiques. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le sang, l'urine, les cheveux? Ça dépend des cas, évidemment. Hein, c'est une enquête en vie réelle. Donc, c'est vraiment ce que va demander le magistrat. Il n'y a pas de systématisation. Ce n'est pas une étude de recherche scientifique. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le sang, l'urine, les cheveux. Ça peut être bien sûr le poil, les ongles, le chim, enfin, ça va dépendre de l'affaire criminelle en question. Et là, par croisement de ces données, si une substance suspecte est détectée, c'est-à-dire un intrus dans la liste, qui est bien sûr dans une fenêtre de tir convenable, hein, pour interpréter les résultats, dans ce cas-là, on est plutôt face à une soumission chimique vraisemblable. Et si, toujours dans une fenêtre de tir convenable, on retrouve que des substances déclarées consommées volontairement, on est dans l'autre mode opératoire. Vous l'avez compris, je le rabâcherai autant de fois que nécessaire, tout aussi grave, où on profite de l'état de vulnérabilité d'une personne qui aurait consommé de l'alcool ou des substances illicites. On n'a pas plus le droit d'agresser une personne qui consomme des substances. J'insiste lourdement là-dessus. Ce sont bien d'ailleurs des facteurs aggravants au regard de la loi. Et dans le dernier rapport qui a été remis par la députée Sandrine Josso, donc sous la plume de Marine Darnaud, c'est très important de considérer que ça fait partie des mesures qui ont été préconisées, que la vulnérabilité chimique soit clairement identifiée comme un facteur aggravant au regard de la loi. Elle est présente pour l'instant, mais en filigrane, on parle de déficience psychique et physique à laquelle peut correspondre cette vulnérabilité chimique, mais c'est encore mieux que ça soit très clair. On n'a pas plus le droit d'abuser d'une personne qui est en état de vulnérabilité, y compris chimique, y compris par des substances illicites.
Donc, pour avoir une enquête de cette envergure, vous imaginez bien qu'il y a des prérequis nécessaires. Donc, à la fois le réseau d'addictovigilance dont je vous ai parlé, qui lui va être ces capteurs en fait, qui vont être plantés auprès des acteurs de terrain pour pouvoir remonter l'information et de la meilleure qualité possible. C'est toujours compliqué de recueillir des données exhaustives, donc on fait du mieux qu'on peut pour avoir un recueil le plus précis possible. Mais en tout cas, c'est grâce au réseau d'addictovigilance que c'est possible. On a bien sûr un réseau d'experts, donc notamment on a une convention avec la Compagnie nationale des biologistes analystes experts qui permet aussi de garantir la fiabilité des résultats d'analyse toxicologique. Non, tout laboratoire ne peut pas réaliser les analyses toxicologiques. Ce sont des techniques qui sont pointues avec des grosses machines, la spectrométrie de masse, qui permettent d'identifier de manière très spécifique une substance potentiellement administrée qu'une seule fois, à faible dose, avec des prélèvements réalisés à distance. Et je vous rappelle qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc on cherche toute substance qui peut altérer l'état de conscience et de discernement. Et donc on est bien dans une science forensique, dans une discipline criminalistique. Et donc c'est un travail de professionnel. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a eu une tendance à l'ubérisation des analyses toxicologiques. Vraiment, prenez garde à ça, soyez extrêmement vigilants. Il en va de l'état de droit, quelle que soit d'ailleurs la position dans laquelle vous vous placez, que vous soyez la personne mise en cause ou la personne victime des faits allégués. Donc, c'est très important de considérer qu'il faut des résultats fiables, aussi bien si on a été drogué à son insu que si on n'a pas administré de substance à une personne. Donc, pas de risque de faux positif ou de faux négatif. C'est très important. De l'autre côté, on a bien sûr un accord de la chancellerie, des déclarations CNIL, parce que vous imaginez bien qu'on manipule des données extrêmement sensibles, protégées à la fois par le secret d'instruction, par le secret médical, et pour assurer une pluridisciplinarité dans la relecture du rapport, bien sûr, des médecins légistes également participent, notamment le docteur Elisabeth Alcaraz de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu, qui permet justement d'avoir cette autre valence en plus des pharmacologues que nous sommes, donc nous, CIP de Paris en tant que rapporteur, et le CIP de Poitiers en tant que relecteur. Mais bien sûr, tout ça s'inscrit dans un processus qualité, donc avec des audits qui sont réalisés de façon régulière par l'Agence du médicament. Le dernier audit en date que j'ai eu était en juin dernier, donc en juin 2023. Vous l'avez compris, je vous ai parlé tout à l'heure de la fameuse colonne vertébrale. Le but, c'est pas d'observer nos courbes et de les trouver jolies. Donc, l'objectif, c'est vraiment que derrière, on puisse prendre des mesures, notamment sur le plan réglementaire, lorsqu'on identifie un médicament, notamment, puisque c'est vraiment la mission de l'agence, particulièrement détourné à cette fin. Je pense qu'on peut citer en exemple, et vous l'avez tous en tête, le Rivotril. Donc, c'est le clonazepam, pour ceux qui sont moins familiers avec ce médicament, et donc qui est détourné pour plein de raisons, qui alimentent le trafic notamment, mais qui est aussi utilisé à des fins récréatives ou autres, mais qui, pour autant, a aussi un usage criminel particulièrement notable. Vous avez sans doute dû faire face à des problématiques également qui concernent les mineurs non accompagnés, par exemple, donc des enfants qui sont biberonnés au Rivotril pour pousser à commettre des crimes ou des délits. On en a beaucoup parlé comme des délinquants. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il s'agit de traite d'êtres humains, a fortiori quand on est un enfant, et que quand les enfants vous disent qu'on me donne Madame Courage pour pouvoir me commettre des crimes et des délits, nous sommes totalement dans une soumission chimique infantile et dans des contextes d'embrigadement et d'emprise sur ces mineurs. Donc ça, c'est important de le redire parce que c'est pas comme ça qu'on en fait le relais malheureusement encore aujourd'hui. On est face à une situation de traite des êtres humains sur le territoire national et c'est qu'en tant que tel qu'il faut l'observer, ce phénomène. De la même façon, vous avez bien sûr la fameuse drogue du viol, donc le Rivotril aurait pu faire partie de ce titre, donc très utilisé à des fins criminelles également. Là, vous voyez juste une affiche publicitaire qu'on a vue sur Internet. Vous voyez, c'est une jeune fille avec l'épaule dénudée à côté d'un Rivotril et donc qui l'a suggéré, ce que vous imaginez. En tout cas, ce qui est certain, une batterie réglementaire a été mise en place depuis plusieurs années. Donc, par exemple, ce médicament, il a été mis sur ordonnance sécurisée, parce qu'il est passé des listes 1 des substances vénéneuses à assimiler stupéfiants pour obéir à une partie de la réglementation des stupéfiants. On a réduit la taille des conditionnements pour éviter le stockage inutile. On a bien sûr réduit la durée de délivrance à 28 jours, donc pour éviter d'avoir, comme on pouvait avoir avant, une ordonnance pour 6 mois renouvelable une fois et on se revoit dans un an. Donc ça, c'était quand même problématique au regard des détournements, évidemment. C'est pas problématique en soi d'avoir des médicaments. Le problème, c'est quand il y a un déséquilibre ensuite dans leur usage et un mésusage de plus en plus exponentiel. Et c'est un médicament qui a été restreint en primo-prescription aux neurologues et aux pédiatres, puisqu'il a l'autorisation de mise sur le marché exclusivement pour l'épilepsie, alors qu'il était prescrit hors AMM pour à peu près toutes les propriétés dont disposent les benzodiazépines, donc les effets anxiolytiques, hypnotiques et parfois même d'autres effets utilisés donc pour les douleurs, etc., etc.
Donc, c'est très important pour nous d'avoir fait cette batterie réglementaire pour réduire au maximum le risque de détournement. On est sur encore une fois, de la réduction des risques, hein. On est très, 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 très loin de faire barrage au crime, hein. Et puis, on peut aller jusqu'à un changement de la formulation galénique avec les fameuses gouttes bleues qui ont pu être ajoutées. Alors, pareil, hein, modestie, ce n'est pas parce qu'on a rajouté des gouttes bleues qu'on va faire barrage au crime, mais en tout cas, c'est une manière de penser qu'il y a des substances qui sont particulièrement attrayantes pour les agresseurs parce qu'elles sont inodores, incolores, insipides, solubles dans l'eau. Et là, je vous ai bien dit que le but était de piéger les victimes. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de déjouer ces propriétés qui intéressent les agresseurs. Et puis, bien sûr, on diffuse l'information ensuite au maximum de personnes possible pour que l'information circule. Le plus connu, évidemment, ce sont nos fameuses plaquettes qui sont sur le site de l'Agence du médicament et que vous pouvez télécharger. Elles font une double page, mais je vous rassure, les plaquettes ne sont pas le rapport d'expertise qui, lui, est confidentiel à ce jour avant d'arriver à l'open data. Lui, il fait une centaine de pages. Il est relayé à l'ensemble des centres d'addictovigilance régionaux en retour d'information. Tous les ans, on restitue l'enquête nationale à la Compagnie nationale des biologistes analystes experts pour justement accorder nos violons sur l'usage criminel des substances, avoir la vision d'ensemble. Et puis, bien sûr, on participe au comité scientifique permanent de l'Agence du médicament, psychotropes, stupéfiants et addictions, avec la possibilité d'exploiter nos données à des fins de recherche scientifique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une colonne vertébrale, et quand je vous parle d'une colonne vertébrale, c'est une colonne vertébrale qui monte au plus haut, et en tout cas c'est ce qu'on souhaite dans notre cascade de vigilants. Donc nous, on dispose d'une base qui est une base nationale d'addictovigilance, hein, qui nous permet de saisir les cas vraisemblables et donc de coder pour savoir quels sont les médicaments qui peuvent être détournés à cette fin. Et donc, lorsqu'on implémente notre base ANPV, elle implémente automatiquement la base européenne EUDRA Vigilance, qui implémente elle-même automatiquement la base internationale Vigilis de l'OMS. Donc, c'est pour vous dire, quand je vous parle d'une colonne vertébrale, le but de planter nos capteurs, c'est pour ça qu'on est un peu tentaculaire et qu'on essaye de venir vous rechercher là où vous êtes pour essayer de remonter les informations, puisque c'est extrêmement précieux pour nous. Vous êtes nos yeux et nos oreilles. Et c'est ensemble qu'on concourt à la protection des personnes et donc à la réduction des risques et à la santé publique. Vous l'avez compris, ça fait 20 ans que le Centre d'addictovigilance de Paris coordonne cette enquête et donc malgré nous, mais bien heureusement malgré nous, ça fait 20 ans qu'on fait du téléconseil en réalité, puisque quand les victimes nous appellent, parce qu'on leur demande de déclarer les cas, quand les professionnels nous appellent, il est rare qu'il n'ait que des informations à fournir. En général, ils sont surtout là pour recevoir de l'information et savoir quelle est la conduite à tenir. Donc ça fait en fait plus de 20 ans que le Centre d'addictovigilance de Paris faisait une activité de téléconseil qui était plutôt dans l'ombre, hein, puisque ce n'était pas un sujet qui était mis sur les feux de la rampe comme actuellement. Alors on pourrait se dire pourquoi finalement faire une nouvelle plateforme en ligne? Tout va bien dans le meilleur des mondes, tout fonctionne parfaitement. C'est plus compliqué que ça. En réalité, notre bilan, il n'est pas terrible. Alors quand je dis notre bilan, je ne parle pas de la dictovigilance spécialement, hein, je parle en tant que professionnel de santé, on a quand même un bilan qui ne peut pas vraiment nous satisfaire. Et l'objectif, c'est justement de vous dire quel a été le diagnostic en fait qui a été fait par notre centre, donc au Centre d'addictovigilance de Paris, lors de cette libération de la parole. Et en réalité, on a vu bien sûr la vertu de cette libération de la parole qu'on apprécie très certainement, mais c'est très important de se rendre compte qu'on a pu mesurer l'étendue des idées reçues sur les agressions facilitées par les substances encore. Et quand je parle d'idées reçues, c'est aussi bien sur tous les niveaux, quoi, le profil des victimes, des agresseurs, les modes opératoires criminels, les substances utilisées, les contextes de survenue des faits, etc. Donc vraiment des idées extrêmement problématiques. Alors, plus grave que les idées reçues qui, elles, on va dire, sont partielles et partiales, mais elles ont un fond de vérité. Oui, ce sont majoritairement des femmes, oui, majoritairement des violences sexuelles, mais pas uniquement. Mais effectivement, plus grave que les idées reçues, nous avons les fake news. Les fake news, c'est vraiment du poison, là, pour le coup. Donc, on n'est pas du tout sûr, il n'y a même pas un fond de vérité. Je vous donne quelques informations, hein. Donc, par exemple, des apprentis experts qui vous expliquent que vous êtes en capacité d'identifier à l'œil nu qu'un verre a été souillé par une drogue. Alors, j'ai envie de vous dire, si ça vous est arrivé, c'est que juste l'agresseur a raté son coup. Mais il ne faut pas imaginer ou s'imaginer que nous avons des détecteurs laser qui permettent de savoir en un clin d'œil ou en goûtant, etc., si une substance, enfin, si une boisson a été contaminée. Et puis beaucoup plus grave
qu'encore ces apprentis experts, des fake news nauséabondes qui nous rappellent des années peu glorieuses qu'on aurait voulu oublier. Par exemple, lors des piqûres malveillantes, on a entendu parler partout qu'on inoculait volontairement le VIH à des étudiants. Bien sûr, un complot de sidaïques qui serait revanchard et qui n'aurait qu'un but, vous piquer sans vous en rendre compte pour que vous parveniez au stade sida sans même pouvoir vous soigner, parce que c'est bien connu, les personnes séropositives n'ont rien d'autre à faire de leur vie que d'empoisonner la société. Donc ça a été des idées extrêmement éprouvantes. Et voilà, c'est important d'avoir ça en mémoire, c'est que les fake news, elles sont encore aussi, voilà, aussi catastrophiques que celles-ci en réalité. Pour le reste, donc, c'est que non seulement il y avait des idées reçues extrêmement nombreuses, des fake news, en l'absence d'une plateforme ressource fiable, accessible au grand public, et donc avec justement une autoroute en fait toute tracée pour les fake news et les idées reçues. Alors, il y a un intérêt croissant pour la problématique. Il y a eu les médias qui s'en sont parés. Et puis, effectivement, on peut être absolument critique du côté des médias, mais là, il faut reconnaître que quand les idées reçues fleurissent partout sur les réseaux sociaux, d'avoir des canaux de communication officiels, ça a été extrêmement précieux pour essayer d'insuffler une rationalité dans les propos qui étaient diffusés. On a fait face, bien sûr, à une demande croissante de prise en charge au-delà de la thématique théorique. Et cette demande croissante de prise en charge, elle s'est heurtée à la méconnaissance de la conduite à tenir en cas de suspicion de soumission chimique, donc à souvent des impasses aussi en lien avec un maillage territorial extrêmement hétérogène qui nécessitait un conseil personnalisé. Et donc, on ne pouvait pas dire, par exemple, à une heure de grande écoute, rendez-vous tous aux urgences, parce qu'en réalité, vous ne serez pas forcément pris en charge selon que vous êtes sur le territoire national. Il y avait d'autres circuits sur d'autres territoires et dans d'autres territoires, parfois même aucun circuit comme on peut en retrouver ailleurs. Et donc, évidemment, c'était extrêmement anxiogène parce que vous l'avez compris, on avait une course contre la montre, sans boussole, c'est-à-dire qu'on disait aux gens, faites vite, 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 mais pas dans quelle direction. Et donc, au-delà de quand on ne sait pas vers qui se tourner, c'est une chose, mais parfois, ben, on adopte ses premiers réflexes. Donc, la victime va pousser la porte des urgences automatiquement, va aller voir son médecin traitant, etc. Et là, on s'est heurté au défaut de prise en charge tout court. Hein. Donc, encore une fois, des consultations qui mènent parfois à l'impasse. Et quand je parle de défaut de prise en charge, j'insiste là-dessus, je suis volontairement sévère parce que nous avons besoin, nous aussi, tous collectivement, d'un électrochoc sur la prise en charge des victimes. C'est jusqu'aux soins apportés à l'accueil. Là, je vous parle même pas, je n'ai même pas l'exigence de vous dire les victimes n'ont pas été prélevées, on n'a pas conservé leurs échantillons, on leur a pas fait les analyses qui étaient coûteuses, etc. Je vous parle juste du strict minimum, de considérer la parole rapportée, de ne pas se montrer dans une posture de jugement, de ne pas considérer que tout ça est affabulation et que c'est forcément juste ces consommations d'alcool d'emblée, et de ne pas lui dire je peux rien faire pour vous si vous déposez pas plainte parce qu'ici on n'est pas au commissariat. Donc c'est quand même un vrai sujet. Pour ce qui est de la suite, donc parce que là je vous parlais essentiellement des services d'urgence, mais il y a aussi un défaut de prise en charge par les professionnels, y compris dans les dispositifs d'écoute en fait qui soignent pour le coup l'accompagnement et en tout cas le soin apporté à l'accueil. Donc pour l'accueil, on avait des dispositifs qui soit allaient être extrêmement sachants et connaisseurs sur les substances psychoactives, mais plutôt consommées à des fins récréatives, certainement pas à des fins criminelles. Et de l'autre côté, on allait avoir des dispositifs qui sont très très bons sur les violences, mais absolument pas sachants sur les substances et encore moins leur usage à des fins criminelles. Évidemment, alors excusez-moi juste une petite seconde, il y a une alarme qui s'est activée. Ne quittez pas. Excusez-moi, j'ai une alarme qui s'est activée et ça allait vous déranger pendant la présentation. Alors évidemment, vous avez, donc au-delà des différents points que je vous ai abordés, vous avez bien sûr un parcours de prise en charge qui était extrêmement problématique parce que conditionné au dépôt de plainte, alors même que la majorité des victimes ne souhaitent pas le faire d'emblée. Je dis bien ne souhaitent pas déposer plainte d'emblée parce qu'on continue à entendre en permanence que les victimes ne souhaitent pas déposer plainte. On n'est peut-être pas prête ou prêt à déposer plainte tout de suite parce on vient de subir le choc, parce que c'est difficile de porter plainte contre un patron, un collègue, un frère, un ami, etc. Et donc, c'est le temps de se ramasser, entre guillemets, de réfléchir. Et la difficulté, c'est qu'on dit à ces personnes, si vous prenez le temps de réfléchir, on ne peut rien faire pour vous parce que toutes les preuves vont être éliminées et on ne fera rien pour vous accompagner. C'est d'abord la case dépôt de plainte. Donc, c'est Tu as extrêmement encore 10 problématique. minutes.
Tout à fait, j'y arrive. Ok. Donc, c'est extrêmement problématique de conditionner au dépôt de plainte. Vous savez que les obstacles au dépôt de plainte sont extrêmement nombreux, donc on n'est pas uniquement sur sur cet aspect-là. Mais entre autres, il y a justement le fait de la peur d'être jugé pour avoir consommé des substances psychoactives de façon volontaire. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des interlocuteurs qui soient non jugeants et à l'écoute, qui est connaisseurs des usages des substances et absolument pas stigmatisants pour les usagers. Vous avez par ailleurs, et là j'insiste là-dessus, donc je vais prendre le temps qu'on se le dise, on entend encore partout que les victimes ne déposent pas assez plainte, elles sont moins de 10% à déposer plainte, alors c'est vrai, notamment pour les violences sexistes et sexuelles. En revanche, ce qu'on ne répète pas assez, et ça c'est notre bilan collectif, c'est que les victimes n'ont pas davantage recours aux dispositifs d'aide et d'accompagnement, elles sont moins de 8% à tendre la main, enfin à accepter qu'un professionnel de santé leur tende la main. Et ça, c'est quand même important de l'avoir en mémoire parce qu'en réalité, le tableau est infiniment plus tragique que des victimes qui n'auraient pas déposé plainte et qui n'auront pas justice. Ce sont surtout des victimes qui sont isolées. Et ça, c'est inacceptable pour nous, soignants. À la recherche de preuves privées, je me permets, avec l'autorisation de cette victime que j'ai accompagnée, de vous montrer la photo d'un prélèvement capillaire qui a été réalisé, pas par quelqu'un qui sait faire. C'était notamment un médecin qui a fait ce prélèvement. Inutile de vous dire que c'est pas ça, un prélèvement capillaire, ça c'est une mutilation. Je ne blâme pas le médecin qui l'a fait pour une raison très simple, c'est que c'était le seul qui a bien voulu accepter prendre en charge cette victime qui s'était fait renvoyer par à peu près tous les médecins qu'elle était partie voir parce qu'ils ne voulaient pas la prendre en charge. Là, en l'occurrence, voilà, le médecin a fait ça au scalpel. Donc, non seulement ça lui a fait mal, ça a été extrêmement traumatique. Et puis, la victime, donc pour vous citer que des exemples, disait qu'elle s'est sentie comme ces femmes qui avaient couché avec les Allemands pendant la guerre, donc violées et ensuite rasées. Donc, ça a été extrêmement éprouvant pour elle et avec des traumatismes secondaires qui ne sont pas négligeables. Et toujours avec des victimes qui sont exposées de plus en plus à des outils de réduction des risques en tout genre qui continuent à entretenir l'idée que finalement tout est affaire de prudence parce que vous le savez tous, pour se prémunir contre le viol en l'occurrence, parce que tout ça est très ciblé sur les violences sexistes et sexuelles, il suffit de mettre un vernis anti-viol ou une capote à verre, comme on l'appelle, avec beaucoup de mauvais goût. Et puis si on met une capote à verre, on serait tranquille. Attention sur les messages qu'on relaye, qu'on puisse utiliser des couvercles, pourquoi pas, de prétendre que ça fait barrage au crime, c'est quand même largement ambitieux et en deçà de la réalité. Donc le bilan, vous le connaissez, c'est surtout une errance thérapeutique avec un impact qui est multidimensionnel sur la santé physique, mentale, socio-professionnelle, économique. Et donc, j'insiste là-dessus, les analyses toxicologiques coûtent cher, oui, mais on va essayer de mobiliser les autorités pour faire en sorte qu'elles soient prises en charge par l'assurance maladie, parce que la santé, c'est un investissement, et ce qui coûte cher, ce sont les violences. Et donc, c'est très important de continuer à dire que ce qui coûte à la société, ce sont les violences, et que, justement, aider à la prise en charge des victimes, c'est bien investir et certainement pas des dépenses inutiles. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait rompre l'isolement des victimes, mais aussi des professionnels, pour, in fine, bien sûr, mieux recenser les cas. Je vous ai dit qu'on voyait insuffisamment les cas. Il y a ce fameux chiffre noir, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé le CRAFS. Donc je vais passer rapidement sur ces diapositives parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais je serai là pour répondre à toutes vos questions. J'aimerais juste vous dire ce qu'est le CRAFS. Donc le CRAFS, donc c'est une plateforme donc, qui est disponible sur Internet. Les victimes, elles peuvent nous contacter de 3 façons différentes, enfin nous contacter en tout cas, prendre possession de cette plateforme de 3 manières différentes. Elles peuvent nous appeler. Donc, c'est un dispositif national, donc vous n'hésitez pas à le faire partout sur le territoire. Donc, elles peuvent nous appeler directement et avoir une conseillère spécialisée au bout du fil. Donc, nous sommes toutes des femmes au bout du fil, pas dans la structure. La structure, on est hommes et femmes, et au bout du fil, ce sont des femmes pharmacologues, expertes en santé publique. On est spécialisé dans l'usage criminel des substances, formé sur les violences sexistes et sexuelles et sur le psychotraumatisme. Donc, c'est hyper spécialisé volontairement. Quand vous avez un cancer, vous allez voir votre oncologue. Et quand vous avez une agression facilitée par les substances, il faut avoir le réflexe d'appeler le CRAFS. Et après, bien sûr, d'être relayé sur les dispositifs existants et bien sûr le plus proche de la victime, puisque vous savez que l'adhésion aux soins passe par la prise en charge de proximité. Et puis, les victimes, si elles ne souhaitent pas nous appeler, elles peuvent déclarer en ligne. Déclarer en ligne avec le souhait ou pas d'être rappelé. Donc, des fois, ça libère aussi la parole. C'est plus facile d'écrire que d'avoir un appel. C'est intrusif, un appel. On ne sait pas qui on va avoir au bout du fil, donc ça peut être rassurant de savoir qu'on va être rappelé après avoir écrit son récit. Mais les victimes peuvent aussi ne pas nous demander de les rappeler. On va le respecter. Vous l'avez compris, chez nous, on respecte le consentement.
L'objectif, c'est de les inviter à nous rappeler, elles, quand elles le souhaitent, mais déjà, elles auraient fait un premier pas vers une prise de contact avec nous. Et là, on les invite à nous rappeler quand elles le souhaitent, qu'on est toujours disponible sur nos heures disponibles. Et si elles souhaitent ni nous écrire, ni nous appeler, et c'est encore leur droit, le but, c'est qu'elles puissent consulter, prendre connaissance du circuit de prise en charge directement sur la plateforme, qui bien sûr s'adaptera aux nouvelles mesures qui seront prises par la mission gouvernementale. Je vais finir juste concrètement pour que vous visualisez ce qu'on va faire avec une victime au téléphone. Concrètement, on va déconstruire les idées reçues. Elles sont très nombreuses. On aurait pu dédier tout un topo. Le dernier, justement, je vous invite à l'ancien webinaire, on aurait pu dédier 1 heure et demie vraiment à la déconstruction des idées reçues. Le but, c'est de déculpabiliser. On replace toujours l'agression au centre. Par exemple, si on prend le cas du viol, il s'agit d'un viol. Et maintenant, il sera question de savoir quel est le mode opératoire qui a été utilisé. Est-ce qu'on vous a drogué à votre insu ou est-ce qu'on a profité de votre état d'ivresse, par exemple? Dans les deux cas, très grave, encore une fois, et aggravant au regard de la loi. On encourage la judiciarisation. On parle de faits criminels, délictuels, potentiellement réitérants avec d'autres victimes. Mais bien sûr, on ne force rien. On applique le principe d'écoute, de non-jugement, on adopte une approche pédagogique, on vulgarise au maximum les propos. C'est des termes très techniques, hein, on parle de spectrométrie de masse, de chromatographie, etc. Ce ne sont pas des terminologies qui sont très claires. Et puis, on va surtout donner le maximum d'indicateurs et de précautions, en fait, d'indications, pardon, et de précautions d'emploi, et de précautions, pardon, je suis déformée professionnellement, et de précautions aux victimes pour éviter d'abîmer leurs cheveux, par exemple, pour permettre une enquête future, par exemple, et leur permettre également d'identifier autour d'elles un faisceau d'indices pour préserver des éléments de preuve pour l'enquête, hein. Donc ça, on va le faire au cas par cas, puisque ça va dépendre du récit de chacun. Et on va orienter bien sûr les victimes en fonction du circuit de prise en charge le plus adapté pour elles, dans le respect de leur temporalité et dans leur chronologie. Si elles ne sont pas prêtes à déposer plainte, par exemple, on les oriente vers des dispositifs qui vont les encourager à le faire à moyen ou à long terme. Si elles ont besoin d'un suivi psychologique, un suivi addictologique, bien sûr, on fait le relais avec les dispositifs qui existent, parce qu'on n'est pas là pour se substituer à l'existant. Les gens font bien mieux le travail que nous sur le terrain. L'objectif, en fait, c'est qu'on soit une machine promotionnelle pour toutes les initiatives qui sont mises en place, parce que je vous l'ai dit, moins de 8% des victimes demandent de l'aide, et c'est pas parce que de l'aide n'est pas forcément possible, c'est parce qu'aussi ces acteurs ne sont pas suffisamment identifiés, la boussole manque. Ça dure 1 heure. Pour que vous le sachiez, je vais finir là-dessus. Ça dure 1 heure, un discours, enfin un entretien avec une victime. Donc elle peut partir quand elle veut, hein, si elle décide de raccrocher au bout de 5 minutes. Mais nous, on sait quand une collègue prend le téléphone qu'on la laisse tranquille pour 1 heure. Donc on prend son temps. Évidemment, on en profite quand on a une victime au téléphone pour promouvoir les activités de recherche qui existent. Alors là, en l'occurrence, là, c'était la nôtre, puisqu'on a une étude de recherche scientifique sur le cheveu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je pilote. Mais on peut imaginer, bien sûr, promouvoir toutes les études de recherche scientifique pour justement permettre aux victimes de savoir quand une étude de recherche scientifique est mise en place sur ces questions et promouvoir la recherche, où qu'elle soit sur le territoire national. À chaque fois qu'un cas nous est rapporté, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rentre dans le processus qualité, on renvoie tous les cas vraisemblables au réseau national d'addictovigilance pour l'enquête nationale soumission chimique. Le site et notre plateforme, vous avez la fiche gouvernementale qui est déjà disponible. Vous pouvez les afficher, hein, on est soutenu par le gouvernement, il suffit de scanner le QR code et on est déjà soutenu par les sociétés savantes. Je finis simplement là-dessus pour que vous compreniez la fameuse pérennisation et l'enjeu. Le CRAFS, on l'a pensé pour un engagement pérenne. Donc désormais, c'est une structure individualisée. Il y a l'addictovigilance d'un côté, le réseau national d'addictovigilance qui gère tout ce qui est alerte sanitaire et on continue bien sûr le travail de veille, le travail d'expertise. Mais le CRAFS va être là en appui pour la prise en charge, le fameux relais et la boussole. C'est une structure ad hoc, indépendante, un dispositif national qui est à votre service. Et l'objectif, justement, c'est que justement, il n'y ait qu'une seule mission qui soit dédiée, c'est bien la gestion du risque d'agression facilitée par les substances. Donc, c'est une manière de ne jamais avoir à prioriser les tâches quand on a une multitude d'enquêtes. Même si on devait prioriser nos tâches, notre priorité restera les victimes d'agression facilitée par les substances. On fait partie désormais du collectif des vigies de la Fédération hospitalière de France sur santé et droits des femmes. Et donc, je vous remercie pour votre attention parce qu'on n'a pas le temps de tout développer. Mais voilà, je vous invite à regarder l'autre webinaire pour la déconstruction des idées reçues parce qu'on est loin des schémas de une femme dans un établissement festif ou un loup solitaire, rôdeur et inconnu.
avec du GHB qui est utilisé. Il y a autant de situations que de soumissions chimiques possibles dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, dans la sphère festive, surtout des médicaments, comme vous le savez, pas que de l'alcool comme comme vecteur, mais aussi des produits non alcoolisés et bien sûr également d'autres vecteurs type nourriture. Et puis surtout, n'oubliez pas la vulnérabilité chimique qui est extrêmement importante. Les take-home messages, ils sont pas très compliqués. Il est important de déconstruire les idées reçues parce qu'elles sont délétères à la prise en charge des victimes. Garder l'esprit ouvert et curieux. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est uniquement ce que je sais au moment où je vous parle. C'est en perpétuelle évolution. Donc, tenez-vous à jour également des nouvelles enquêtes. On ne juge jamais une victime qui ne souhaite pas déposer plainte. Ça ne dit rien de la véracité de ses propos. Il faut gérer surtout l'urgence sanitaire. C'est ça aussi notre travail. Donc, les risques de contamination infectieuse, les risques de grossesse non désirée. Et surtout, ayez le réflexe de ne jamais laisser une victime isolée, de l'orienter vers les structures spécialisées. En l'occurrence, pensez au CRAFS, mais si bien sûr vous connaissez les dispositifs dans votre région, orientez directement vers votre région et faites-lui entendre qu'il existe un dispositif où elle peut appeler pour avoir des informations complémentaires. Je compte sur vous pour être coordonné avec nous et aussi le réseau national d'addictovigilance partout sur le territoire national et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Leïla. C'était encore une fois super intéressant, plein de notions nouvelles pour tout le monde, je pense. Et effectivement, je pense que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir tous utiliser dans nos pratiques quotidiennes, parce que malheureusement, c'est effectivement, de toute façon, les usagers et les patients qu'on reçoit, malheureusement, sont de toute façon souvent en risque de vulnérabilité, c'est évident. Et je pense que faire de la réduction des risques, c'est déjà anticiper avec eux la possibilité qu'il puisse leur arriver quelque chose. Et voilà, on est quand même dans la vraie notion de la réduction des risques. Et je pense que c'est vraiment notre cœur de métier dans tout ce Exactement. qui est addictologie. Et puis voilà, je compte sincèrement sur les addictologues sont très mobilisés sur cette question et je compte vraiment sur le corps médical parce que c'est une question qui n'est pas insuffisamment soulevée et vous êtes les mieux à même de la porter sans culpabilisation justement et sans attitude moralisante parce que c'est pas le propos ici. Même quand on parle de réduction des risques, moi j'insiste beaucoup dans la mesure du possible. Ce n'est que mon avis, bien sûr, mon humble avis, mais il faut promouvoir une vigilance solidaire. Il faut partager la responsabilité. C'est pas fais pas ci, fais pas ça, sinon on n'a rien fait. Bien sûr. Donc l'objectif, c'est de dire ben, exactement de la même façon qu'on dit ben, quand on, vous savez, sur la conduite automobile, quand on aime quelqu'un, on le retient, etc. Ben, de la même façon de mobiliser en fait les amis, les proches, etc. Parce que même si un agresseur peut être n'importe qui, fort heureusement, nous ne sommes pas tous des agresseurs. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à vous porter secours et assistance. Et donc l'essentiel, c'est qu'on soit tous mobilisés pour identifier une personne en situation de vulnérabilité d'ailleurs. Hein. Donc je me fiche de savoir, entre guillemets, si elle a été droguée à son insu ou pas. Ça, c'est à l'enquête de le mettre en œuvre. Moi, si je vois quelqu'un qui n'est pas en état de se défendre et qui potentiellement est exposé à un risque, eh ben, c'est toutes les safe zones hein, qu'on a vu naître dans l'espace festif, etc. C'est comment ensemble faire société et faire. Je pense que la vigilance solitaire est bien plus précieuse que un capuchon de verre ou un vernis anti-viol. C'est mon avis. Voilà. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions précises, si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, ce qui me paraît, voilà, de toute façon, tout le diaporama, vous le recevrez, ainsi une documentation qu'a préparée Laetitia, la documentatrice d'Arca, qui est très complète sur le sujet. Et vous pourrez bon, retrouver un petit peu tout. Moi, je pense que voilà, c'est aussi dans nos salles d'attente qu'on peut faire qu'on peut mettre le CRAFS. Hein. Je pense que c'est Tout voilà, à ça, fait. ça entre largement dans quelque chose qui doit être diffusé. Comme voilà, comme on diffuse plein de renseignements, et ben, je pense que c'est effectivement des choses qui voilà, tout le monde même si on est le plus bienveillant possible, euh, tout le monde ne nous parlera pas de ce qui s'est passé. Donc, Bien plus sûr. les informations sont diffusées d'une manière anonyme et les gens peuvent le prendre là où c'est, mieux c'est. Et puis, comme Voilà. vous le dites, je pense que c'est important. Des fois, c'est important de considérer que la parole peut être plus simple avec un anonyme, paradoxalement. Donc, faut pas hésiter aussi
ça ne sera pas un échange impersonnel, ça sera bien personnalisé, mais le fait de savoir qu'on parle à une personne qui ne nous connaît pas, qui n'est pas celle qui nous accompagne et qui nous soigne, moi, s'il est très rare que les victimes de violences aillent voir leur médecin traitant, je vous le dis sincèrement, ils vont plutôt aller voir quelqu'un qui ne les connaît pas. Donc, c'est important d'avoir en mémoire que si on peut accompagner, c'est formidable, mais de toute façon, il faut qu'on puisse faire le relais pour qu'elle soit prise en charge par une personne. Donc, vraiment, pensez-y. Juste une information que je pourrais vous délivrer. Si vous souhaitez télécharger la fiche, il y a également des petites vidéos. Si vous souhaitez mettre une petite vidéo pour déconstruire les idées reçues, si vous avez, pardon, dans les services d'urgence, des petites vidéos, il y a le flyer, je vous enverrai tout ça. Tout est disponible sur le site CESFARM, mais je vous l'enverrai le lien pour pouvoir télécharger si vous le souhaitez. On vous l'enverra avec le résultat du webinaire. Je vois que Mathilde a une question à poser. Oui, merci beaucoup. Je voudrais savoir si on ne veut pas porter plainte, est-ce qu'on peut quand même aller déposer ses cheveux ou faire une démarche autre que la plainte? Alors, pour l'instant, la difficulté, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un maillage territorial qui est très hétérogène. Donc, par exemple, si je prends l'exemple en Île-de-France, là où je suis, ça sert à rien d'envoyer vers les urgences. Enfin, sincèrement, c'est très compliqué. Il y a quelques protocoles par-ci, par-là, mais c'est plutôt complexe. Donc, nous, on a des maisons des femmes qui, justement, ont des conventions hors réquisition et qui permettent justement de faire un recueil de preuves en dehors d'un dépôt de plainte. Un recueil de preuves conservatoire, ça ne veut pas dire qu'ils auront des résultats d'analyse toxicologique. Donc, des fois, il y a un effet déceptif parce que la personne pense qu'elle va avoir des résultats d'analyse. Pas du tout, on est là pour préserver le sang, l'urine, parce que l'urgence est au prélèvement, elle n'est pas à l'analyse. Après, il faut analyser, mais l'urgence est au prélèvement. Et ce qu'il faut avoir en mémoire, c'est qu'effectivement, il faut absolument qu'on ait des moyens de préserver les preuves un peu partout. C'est le fameux, on laisse le temps de réfléchir, mais nous, notre mission, ça sera comment faire en sorte que ce temps de réflexion ne soit pas un ennemi, en fait, pour la révélation des preuves. Actuellement, je voulais juste vous rassurer sur un point, même si j'en connais pas encore tous les contours. Il y a un amendement qui a été déposé par Sandrine Josso, qui était soutenu et porté par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui souhaite justement ouvrir l'accès aux analyses toxicologiques en dehors d'un dépôt de plainte avec une prise en charge par l'assurance maladie, puisque les analyses tox, elles coûtent 1 100 euros pour le sang et l'urine, 1 200 euros pour les cheveux, donc ça peut pas être soutenu par la victime, ça crée des inégalités énormes en fait. La question a été, il y a une expérimentation qui va être lancée par la DGS, donc le décret devrait sortir en juillet 2025, où pour l'instant, c'est 3 régions qui vont être arrêtées. On ne les a pas encore, les régions, mais c'est possible que ça ne soit pas le cas, on n'en sait rien. Donc peut-être que restez connectés pour savoir si ça va être la région PACA. Mais ce qui est important, c'est que justement à ce moment-là, on pourra définir un circuit qui ne dépend pas du tout du dépôt de plainte, mais qui considère tous les enjeux judiciaires, parce que c'est là le piège. Créer un circuit qui ne dépend pas de la plainte, mais qui n'est pas exploitable, une preuve non exploitable sur le plan judiciaire, ce n'est pas non plus aider. Donc là, l'objectif, c'est de créer un circuit où la traçabilité est impeccable, où il n'y a pas de problème d'identité-vigilance, où il n'y a pas de problème sur les moyens de conservation des produits, des prélèvements, est-ce que les analyses qui ont été rendues sont fiables, elles ont été faites par des laboratoires experts, et justement, nous sommes en train de faire un référencement en fait, des laboratoires sur le territoire national. On a défini un consensus avec la société savante, la Société française de toxicologie analytique. S'est mis d'accord sur 2 critères de présélection. Après, bien sûr, on a d'autres critères, mais la base pour être présélectionné, c'est de respecter le consensus des sociétés savantes. Donc, non, on ne rend pas des résultats immunochimiques, par exemple. Encore une fois, attention, faux positif, faux négatif. C'est dangereux pour tout le monde. Et puis, le deuxième point, c'est de participer aux EQ, c'est les évaluations externes de qualité. Donc, pour s'assurer que, effectivement, vous savez, c'est des échantillons qu'on envoie pour savoir si la personne est à même de bien détecter la substance qui était en présence et donc pour voir s'il est assez performant, en fait, sur la recherche analytique. Et donc, une fois qu'on a ça, on va y voir plus clair. Pour l'instant, tel que ça a été pensé dans le projet expérimental, c'est plutôt donc un laboratoire par région qui va être fixé pour donner une clarification au départ de circuit. Mais on va dans cette direction. Ça prend un peu de temps, mais normalement, dans le dernier rapport gouvernemental, dans le rapport qui a été rendu le 12 mai, je vous invite à le découvrir, il était au départ question dans l'amendement de faire ça sur 3 ans avant généralisation. Et là, ils ont mis une urgence à ce que ça soit généralisé. Nous l'espérons dès 2026 et début 2026. Donc, ça va venir, mais ça prend du temps. Il faut organiser tout le circuit, mais c'est en train de venir. Ok, merci. Il y a Véronique Guerville qui a une question. Il faut ouvrir ton micro, le micro. Voilà, c'est bon. Bonjour. Ouais. Bonjour. Je suis médecin généraliste à Nice. Voilà, moi, je me mets dans
dans la peau du médecin. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette petite étincelle de soumission chimique. Et si on avait un doute, sans que la patiente nous rapporte quoi que ce soit, je connais des couples où je sais que les maris ont une très forte emprise sur sa femme, qui prend des toxiques, elle est anxio-dépressive, enfin, tout ce qu'on connaît sur la prise en charge de ces patients. Et si en plus, lui, la droguait à son insu. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien sûr. Alors, c'est une question qui est extrêmement importante, mais je pense qu'on va la séparer en plusieurs parties, si vous voulez bien. Je suis très bavarde, je vais essayer de faire ça court, mais globalement... Surtout qu'après, il y a encore une dernière question. Oui, oui, promis, je fais vite. Mais globalement, je pose juste le schéma global. On a tendance à penser souvent que les victimes s'ignorent. Elles existent, les victimes qui s'ignorent. Gisèle Pellico est le parfait exemple. Je ne remets absolument pas ça en question. En revanche, dans la majorité des cas, elles ne s'ignorent pas. Je vais vous dire pourquoi. Elles sont 1 sur 2 à avoir des amnésies des faits. Donc, dans la moitié des cas, les victimes savent que quelque chose, qu'elles ont été agressées, etc. Elles ne savent pas comment exactement, quelle substance on leur a administrée, mais elles savent. Et ça, c'est celles qui ont les souvenirs des faits. Celles qui aussi sont contraintes. Donc, j'oblige, donc c'est la prise forcée. Donc, dans les violences intrafamiliales et conjugales, il y a ça aussi. Je t'oblige à boire de l'alcool, je t'oblige à sniffer la cocaïne, parfois des actes de torture et de barbarie où je t'oblige à t'injecter le produit, etc. Donc, ces victimes-là le savent. Donc, elles vont surtout, la question, c'est comment les amener à ce qu'elles s'expriment et à ce qu'elles vous le disent parce qu'elles se sentent en terrain de confiance, etc. Et donc, aborder la question des violences tout court est indispensable. Parce que s'il y a un message à retenir, c'est que la soumission chimique, c'est juste un mode opératoire des violences. Donc, s'il n'y a pas un travail de dépistage, entre guillemets, des violences qui est fait, aucun moyen de découvrir une soumission chimique. Au-delà de ça, vous avez aussi celles qui n'ont aucun souvenir, mais qui ont largement des faits qui les interpellent. Donc, par exemple, je me réveille nue dans la rue sans souvenir. Bon, je me souviens de rien, mais tout m'indique qu'il n'y a rien de normal. J'ai rien à faire nue dans la rue après une soirée alcoolisée, etc. Donc, celles-ci aussi, elles vont se manifester en exprimant leurs doutes. Il reste cette part plus complexe que vous décrivez de celles qui s'ignorent. Et là, en général, pour celles qui s'ignorent, c'est souvent dans des contextes quand même où c'est de l'exposition au long cours. Donc, c'est souvent des faits de violence intrafamiliale, de la traite, enfin, peu importe. Et là, en général, ce qui va alerter les victimes, c'est justement ces symptômes récurrents qu'elles vont avoir quand elles n'ont pas de signes de violence, en tout cas. Par exemple, si vous prenez... soit elles n'ont pas de signes de violence parce qu'elles ont il y a un mode opératoire extrêmement bien ficelé, comme celui de Dominique Pellico, qui ne laisse pas de traces, etc. Mais ça, c'est plutôt rare. Soit tout simplement, il n'y a pas de violence au décours parce que vous êtes face à un enfant battu chimiquement, un senior battu chimiquement. Là, on l'assomme avec des médicaments, mais pas nécessairement pour commettre un fait criminel ou délictuel. Mais c'est de la maltraitance. Dans ce cas-là, en général, ce qui alerte, c'est le rituel. À chaque fois que papa me donne la soupe, à chaque fois que maman me donne mon yaourt du soir, à chaque fois que c'est cette nourrice qui s'occupe de mon gamin, il rentre groggy, à chaque fois que telle aide à domicile vient s'occuper de papy. Et dans ce cas-là, votre rôle à vous, c'est là où il va être indispensable. C'est comme vous l'avez dit, d'avoir la petite étincelle. C'est quand vous écartez les autres diagnostics possibles, parce que tous nos vomissements en vertige, vous le savez, n'est pas ça. Il n'y a pas de signe spécifique, il n'y a que des tableaux évocateurs. Votre rôle, c'est de savoir que ça puisse exister. Et dans ce cas-là, quand vous éliminez les autres diagnostics, de penser à faire une recherche de toute substance pouvant altérer l'état de conscience et de discernement. Et c'est bien toute substance pouvant altérer l'état de conscience et de discernement qu'il faut mettre sur la prescription médicale. Pour l'instant, pas remboursé par l'assurance maladie si c'est hors expérimentation et bientôt, je l'espère, remboursé par l'assurance maladie. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. Je vois que Mathilde a éludé sa question, donc il est 9 h. Merci beaucoup, Vous Leïla. pouvez bien C'était sûr vraiment m'écrire si vous le souhaitez poser d'autres questions. Voilà, vous aurez l'adresse aussi dans le mail. Donc, voilà, merci beaucoup. Passez Merci un à bel vous. été et donc on se retrouve le 9 septembre pour un art café sur la gestion du refus des soins, éthique et déontologie en addictologie. Voilà, c'est un beau titre et ça sera Margot Illy qui interviendra. Voilà, et bien alors, passez un bel été, profitez bien. Merci Merci beaucoup. à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.